Bertel Coste, bonjour, bienvenue à Saint-Étienne. Mais merci bien. Alors vous êtes là à Saint-Étienne pour parler d'un film, un documentaire que vous avez réalisé qui s'intitule La théorie du boxeur. Ouais. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous est venue l'idée, comment vous est venue l'envie de parler d'un sujet qui, on va développer, mais qui est super intéressant à cette époque un peu compliquée. Ouais. Et ben, au départ, donc moi j'habitais dans la vallée de la Drôme et du coup j'avais déjà bossé sur des questions agricoles, donc c'est un sujet qui me touche. J'ai bossé sur la gestion de l'eau pas mal, donc voilà, c'est des sujets que je regarde. Et là, dans les années 2010, là, il a commencé à y avoir des étés très chauds, très secs qui se sont succédés. Et ça a commencé à coincer un petit peu au niveau des fermes, notamment dans ma zone. Donc moi, je vis dans la vallée de la Drôme maintenant. Mais bon, les vallées autour, c'est un petit peu pareil quand même. Et donc notamment avec des gros problèmes de sécheresse et des problèmes de vagues de chaleur. Mais aussi des problèmes de gel tardif et aussi des problèmes de grêle, qui s'étaient aussi un peu accentué sur la période. Et du coup, j'ai eu envie d'enquêter, d'aller voir un peu les agriculteurs, agricultrices de la vallée, pour voir comment ils faisaient face à ça et quelles un peu étaient les solutions qui se mettent en place en fait sur le terrain. Et après, ça m'a amené à des questions un peu presque philosophiques, un peu sur comment on s'adapte, comment on régénère, quelle agriculture on veut, etc., etc. Est-ce que c'est un film qui est un témoignage, qui est un constat, c'est un film qui pose des questions? Et si vous posez des questions, j'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce que vous avez des réponses? J'ai pas beaucoup de réponses. Par contre, j'ai des réponses que m'ont donné les agriculteurs sur le terrain et puis des chercheurs. Alors, les chercheurs, ils cherchent, donc ils ont pas. Mais quand même, il y a des choses qu'on sait. On sait par exemple que on pourrait nourrir le monde en bio ou on pourrait nourrir le monde en agroécologie, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même notion, mais en tout cas, on ne serait pas obligé de faire une agriculture hyper industrielle, hyper, on va dire, polluante, hyper efficace aussi, hein. On pourrait faire des agricultures avec plus de diversité, moins de produits chimiques, plus de biodiversité, plus de vie dans les sols, et finalement une approche de l'agriculture assez différente. Et on sait qu'on pourrait nourrir, et comme on dit, nourrir le monde comme ça. Ça, c'est pas mystérieux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Ça, c'est une question auquel on sait aussi, on a des réponses. On le fait pas parce qu'il y a des lobbies qui bloquent le truc et qui aujourd'hui sont un peu tout puissants. Donc l'agro-business qui, en gros, est bien installé au niveau européen, au niveau national aussi. Et puis, il y a une forme de conservatisme un peu ambiant qui fait que ces solutions-là, on va dire, ah, c'est des solutions écolo, alors on va pas trop y aller. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec de l'écologie, c'est juste du pragmatisme. C'est-à-dire, si on ne met pas en place ces solutions-là, vraiment, on va se manger le mur. Ça veut dire qu'on est un peu réfractaire, je veux dire, les grosses industries, parce que ça a ce côté écologique et ça a un côté un peu politique, un message politique. Ouais, il y a un côté idéologique qui bloque, donc qu'il faudra arriver à dépasser. Et après, il y a un côté business. Ça veut dire que si on part vraiment sur de l'agroécologie, on va miser sur la complémentarité entre les espèces pour réguler aussi, par exemple, les ravageurs, ou pour gérer aussi la question voilà, de plusieurs maladies. Et du coup, dans cette voie-là, on va utiliser moins de chimie, de fait, voire plus du tout. Ce qui serait quand même là où il faudrait aller pour préserver les sols, arrêter ces cancers là qu'on a dans la population agricole et tous les riverains en fait qui sont à côté des champs qui sont traités. Ça maintenant on a des corrélations, on a des études. Alors ils vont toujours dire oui mais non c'est pas prouvé. En fait on sait ça aussi maintenant hein, assez précisément et en parler aux gens qui sont à côté des vignes etc. Donc dans le Bordelais et ailleurs donc on sait ça. Maintenant, voilà, il y a ce conservatisme et ce côté, on va vendre aussi moins de produits en allant là-bas. Donc forcément, comme c'est dit dans le film par un chercheur du CIRAD, qui s'appelle Nicolas Brécasse, en fait, il y a aussi aujourd'hui ces lobbies qui essayent de faire traîner toutes les évolutions qu'il pourrait y avoir au niveau de Bruxelles et qui essaient de garder ce système encore en place, alors qu'on sait très bien qu'il est déjà mort et qu'en fait, il nous envoie dans le mur. Mais il reste du business à se faire, donc on essaie de gratter les dernières années qu'on peut encore, mais voilà, le problème c'est que les politiques ne sont pas spécialement visionnaires sur le coup, et plutôt que de lancer un truc qui s'appellerait l'adaptation et de commencer à mettre le train en marche, sachant qu'on a déjà du La retard. transition? Ouais, alors la transition, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en tout cas, une transition effectivement agricole, où on miserait beaucoup moins sur maximiser le rendement tout le temps et partout, mais peut-être on abandonnerait par endroits un peu de rendement. En tout cas, on serait sur des approches de l'agriculture beaucoup moins industrielles dans l'approche, plus basées sur le vivant, plus basées sur régénérer les sols, stocker de l'eau, du carbone et de la vie dans les sols, et moins sur finalement mettre les sols à nu, ce qui fait qu'on va tuer la vie dans les sols, et puis du coup on va enlever la paille quand on fait des céréales, les sols s'appauvrissent, et puis après on va les refertiliser avec NPK, avec de la chimie, et dans un système comme ça, on sait produire comme ça, mais déjà les prix ils vont s'envoler, les prix des engrais chimiques.
puisque le prix de l'énergie s'envole et qu'il y a une grande corrélation entre les deux. Donc on sait que ces modèles, de toute façon, on est très dépendant, nos sols sont morts, et on est très dépendant du coup de la chimie et de l'agro-business, et donc quand les prix vont commencer à s'envoler, ce sera plus viable. Voilà. Vous avez parlé de produire de la nourriture. Moi, j'ai envie de vous dire, on est en 2024, on est dans un paradoxe encore une fois. On produit, on a du mal à produire de quoi manger sainement, et on se rend compte avec le développement de magasins de partout, il y a énormément de gaspillage, on voit de plus en plus de gaspillage, j'ai l'impression. Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une sorte d'extrême, sans parler de message politique? Ouais, tout à fait. Il y a un énorme levier sur le gaspillage. Enfin, c'est un tiers de tout ce qui est produit qui est jeté entre le champ et l'assiette. Et après, il y a plein d'intermédiaires. Il y a ce qu'on jette chez nous, ça c'est une partie, mais c'est une petite partie, je pense. Après, il y a tout ce qui est perdu dans les grandes surfaces. C'est un système où les rayons sont toujours pleins, mais la contrepartie, c'est qu'on va balancer beaucoup de nourriture. J'ai envie de vous Voilà. dire, les bennes aussi sont pleines. Les bennes sont pleines, donc ça vient aussi alimenter les systèmes en fait d'aide alimentaire. Donc quelque part, le système d'aide alimentaire aujourd'hui, c'est aussi très peu satisfaisant. C'est des gens qui choisissent pas ce qu'ils vont manger, c'est les surplus des grandes surfaces qui sont amenés là-bas, et c'est de la nourriture souvent de basse qualité, et beaucoup de gens aujourd'hui dépendent de ça, et qui en fait, les grandes surfaces, quand elles remettent ça du coup dans l'aide alimentaire, elles ont un crédit d'impôt là-dessus. C'est comme si on finançait en fait ce système de produire un énorme gâchis, et qui en fait à la fin sert à nourrir toute une partie des gens qui n'a pas les revenus pour se nourrir dignement, on va dire. C'est pour ça que personne n'a envie de changer de système finalement. Le système il est calé comme ça, et ça profite bien effectivement à des acteurs, donc les grandes centrales d'achat, donc tout ce qu'on va trouver en supermarché, il n'en reste plus que 4. Donc il y a une concentration en fait colossale de l'alimentation dans des acteurs du marché qui sont très puissants, qui font beaucoup de bénéfices là-dessus, et qui en fait tordent le bras aux coopératives qui sont en dessous d'eux et aux agriculteurs. Donc la question des prix aujourd'hui, elle est très verrouillée, parce qu'il y a très peu d'acteurs économiques qui sont beaucoup trop puissants et qui contournent les lois, qui vont monter des filières en Belgique quand on essaie de faire Egalim, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, le politique n'a pas encore tapé assez fort pour dire non, non, mais on va vous contraindre, en fait. Mais ça s'appelle le libéralisme. Donc en fait, eux, ils font des trucs de libéraux. Donc on est dans ce logiciel-là. Voilà. Le titre, comment vous avez choisi le titre? Est-ce qu'il y a un renvoi, quelque chose? Ouais, ben c'est expliqué dans le film, donc vers le début. Voilà. Mais ben en fait, c'est une théorie écologique. La théorie du boxeur, c'est des forestiers en fait, qui se sont aperçus que la résilience des écosystèmes, elle n'était pas infinie. Donc la nature, les écosystèmes peuvent pas mal encaisser. Mais en fait, à force d'avoir des chocs répétés, et c'est ce qu'on voit là depuis, on va dire, ça s'est accéléré depuis 10 ans, depuis qu'il y a de ces chocs répétés, notamment de sécheresse, de vagues de chaleur, etc., ça fragilise. Et en fait, comme un boxeur, à un moment donné, ils vont prendre un coup, ils vont être KO, mais parce qu'ils s'en sont pris plein avant, quoi. Et donc ça vient raconter que la résilience, elle n'est pas infinie, et qu'à un moment donné, ça décroche. Et quand ça décroche, ben, c'est un peu brutal. Et donc c'est ce qu'on observe sur des populations forestières, un peu dans toute la France, avec des très forts dépérissements, mais qui s'expliquent parce qu'en fait, il y a une succession d'aléas. Voilà. Ça explique un peu ce qu'on est en train de vivre aussi avec le changement climatique, qui est un peu compliqué à cerner, parce que c'est un peu diffus, etc. Mais il y a quand même un moment donné où il va y avoir des décrochages, des points de bascule, on appelle aussi en écologie. Et là, ça devient un peu vertigineux parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, et ça peut entraîner d'autres bascules derrière. Donc ça, c'est un peu flippant. À la présentation du film tout à l'heure au Méliès, vous avez dit que vous avez mis 2 ans à peu près pour le réaliser. Ouais. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes et comment on procède quand on réalise un documentaire aussi passionnant? Eh ben, merci, mais c'est une bonne question. Nous, c'est un peu particulier parce que c'est une production associative. Du coup, on fait pas tout exactement dans les règles de l'art, dans le sens où, ben, moi, j'ai commencé à enquêter, donc j'ai commencé à filmer en même temps qu'on cherchait des financements pour la production, en même temps que on commençait à contacter parfois des partenaires, etc. Donc les phases ont été un peu condensées. Ça m'a pris plutôt 3 ans et demi à le faire en tout. 2 ans, c'est vraiment la partie du tournage. Après, il y a quasiment 1 an de montage et de préparer la sortie. Vous avez monté tout à la fin ou vous avez monté au fur et à mesure? Non, on monte tout à la fin. Donc, classiquement, un documentaire, d'abord on écrit, donc on fait des repérages et on écrit. Après, on cherche de l'argent. Après, on le tourne vraiment. Après, on part en montage. Après, on fait ce qu'on appelle les opérations de mixage, étalonnage pour vraiment le faire joli, le film. Et après, on le sort. Et sur des longs métrages, donc là, c'est un film qui fait 1h37, La théorie du boxeur. Ça peut prendre, notamment là, c'est pour le cinéma, c'est classique que ça puisse prendre 4, 5, 6 ans. C'est pas mon dernier film, j'ai même mis quasiment 7 ans à le faire. Et là, c'est un film qu'on a fait en 3 ans parce qu'on voulait, enfin moi je voulais avoir cette durée plus courte, aussi pour qu'on puisse rapidement l'amener en débat citoyen. Donc on a filmé pendant l'été 2022 qui a été
très dur dans plein d'endroits de France, y compris ici, je pense, dans la Loire, où les gens pouvaient se penser un petit peu à l'abri des phénomènes de sécheresse, etc. Ça a tapé fort et les gens ont réalisé qu'en fait ça allait les rattraper, même ici dans le Massif central, quoi. Donc là, c'est aussi peut-être un choc, une prise de conscience. Et du coup, je voulais que le film puisse être vu aussi assez rapidement, donc 1 an après ces événements-là. Et puis aussi pour pouvoir ne pas faire que ça. Et donc du coup, et puis c'était un film que je tournais près de chez moi, donc c'était aussi possible d'être assez réactif et de condenser un petit peu le tournage à l'échelle d'une saison agricole, quasiment sur 1 an et demi de vie agricole. Et pourquoi le choix du cinéma? On a l'impression qu'un documentaire, c'est peut-être plus accessible à la télévision Ouais. aujourd'hui, avec plus de spectateurs, ou alors c'est un choix délibéré? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un choix délibéré. C'est une vraie galère de faire des films pour le cinéma. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Donc voilà. Donc nous, historiquement, on a produit et diffusé un film qui s'appelle En quête de sens, qui est sorti en 2015. Donc du coup, c'est un film qui a été beaucoup diffusé à l'époque, qui a inspiré pas mal de gens. Moi, j'avais envie de repartir un petit peu sur ces aventures-là. Entre-temps, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec les cinémas. Le marché s'est vachement compressé. Il y a beaucoup plus de films. Les cinémas sont moins aventureux sur des films indépendants comme ça. Moins de risques, vous voulez dire? Ouais, les cinémas prennent moins de risques, ouais, complètement. Ouais, les blockbusters occupent plus de place, on va dire, dans la grille de programmation, on va le dire comme ça. Mais du coup, il y avait quand même l'envie de faire ça. Après, bosser avec la télé, ça suppose de trouver une production. Et c'est des pas de temps qui peuvent être très différents, des process. J'aurais pas pu faire ce film-là pour la télé. C'est pas les mêmes modes de réalisation. En télé, on fait des 52 minutes, c'est très formaté. Là, moi, c'est un film où je donne la parole à tout un tas d'acteurs qui sont pas forcément d'accord entre eux. Je fais une enquête, donc je raconte un petit peu comment ça me vient, comment je rencontre les uns et les autres, les questions que ça me pose. Voilà, c'est pas des films qu'on verra tant que ça en télé. Et puis, je vais sur plein de sujets. Donc, je donne un point de vue un peu systémique sur l'agriculture, l'alimentation. Et ça aussi, c'est pas des trucs qu'on voit forcément en télé. En télé, notamment les films Arte, etc., on va analyser les problèmes en silo, les uns à côté des autres. Et du coup, moi, j'aime bien sortir de ça pour rentrer un peu dans la complexité et dans l'aspect systémie. Et du coup, il n'y a que le cinéma et j'ai envie de dire l'autoproduction qui permet aussi de faire ça parce que, en fait, si j'avais cherché des producteurs pour le cinéma, je les aurais probablement pas trouvés. La vie de ce film, c'est quoi la suite? C'est vous allez chercher encore des distributeurs, des salles, des endroits Ouais, pour, d'une part montrer le film et peut-être ensuite avoir des débats. ouais, complètement. Alors du coup, on a fait une sortie nationale en salle qu'on a donc autogérée là, avec l'équipe de Kamehameha. Donc ça, c'était le 27 mars 2024. Et donc depuis, ça se diffuse, on va dire, plein pot. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent, qui appellent. Donc le film, il peut se diffuser au cinéma ou il peut se diffuser en dehors des cinémas. Là, à partir du mois de juin, on libère le film pour qu'il puisse aller de partout. Et on propose un guide d'animation pour que les gens puissent animer un échange citoyen après le film où on puisse s'écouter, où on puisse se parler, éventuellement ne pas être d'accord, et c'est pas grave de ne pas être d'accord, et il y a différentes visions du monde, et du coup l'idée c'est aussi de pouvoir se parler, les sujets agricoles ils concernent tout le monde, on mange tous 3 fois par jour, et du coup l'idée c'est de faire un échange le plus, on va dire, respectueux possible sur ces sujets-là, qui localement peuvent être un peu casse-gueule, un peu clivants. Dans le film, on parle de consommation de viande, on parle des stockages d'eau, on va parler de sujets d'agroécologie, du glyphosate, etc. Donc on est sur des sujets clairement qui sont clivants et donc l'idée c'est de pouvoir en parler, on va dire sereinement. Donc on invite des gens à se former sur ce guide d'animation, on propose des webinaires en ligne pour faire ça et donc s'il y a des projections qui s'organisent dans le 42, on sera ravis. En dehors du cinéma, on propose même un système économique un peu différent où en fait ça coûte rien aux organisateurs et les gens peuvent venir voir le film en s'acquittant d'un prix libre, donc avec une billetterie où ils choisissent de payer 4, 7 ou 10 euros. Et donc ça permet de faire vivre le film et sa distribution. Et pour vous contacter, c'est qu'on fait comment si on veut créer un événement, un débat, une Et production? on a un site internet, donc la théorie du boxeur.fr, et donc là il y a l'équipe, il y a Clémence qui est chargée de diffusion, il y a le reste de l'équipe, et du coup on vous accompagne pour mettre en place l'événement. Pour conclure, si on veut rester dans le positif, est-ce que tous ces petits agriculteurs, moi j'ai vu certaines parties de votre film, est-ce que vous êtes, et ils sont, plutôt eux, est-ce qu'ils sont encore positifs? Est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire? Ouais, il y a plein de gens qui sont passionnés dans ce métier, donc je veux dire aujourd'hui être agriculteur ou agricultrice c'est un vrai engagement. Ils ont par nature, ils composent avec les aléas, avec l'incertitude, avec la météo et le climat, avec des cours mondiaux qui fluctuent, avec des Covid où d'un coup plus personne, ou si tout le monde va venir acheter des légumes et puis dès que c'est fini,
les gens finalement repartent au supermarché. Donc je veux dire, il y a un engagement de toute façon de la part des gens qui même forcent vraiment le respect. Donc il y a beaucoup de gens passionnés qui ont envie de s'accrocher, qui ont envie de trouver des solutions, qui sont aussi pragmatiques sur leurs approches et ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des choses qui marchent. Moi je peux vous montrer des fermes dans la Drôme qui mettent en place des choses incroyables avec de l'hydrologie régénérative pour stocker de l'eau dans les sols, avec des sols couverts du coup qui reprennent vie, avec replanter des haies, des mares, etc. Associer les cultures entre elles comme on disait. Donc il y a des tas de trucs qui fonctionnent. Alors évidemment ça va fonctionner de moins en moins bien avec un climat qui se détraque, mais pour autant ils n'ont pas baissé les bras, loin de là. Et je dirais que les gens sont quand même plutôt combatifs. Et après il y a certaines filières qui sont assez impactées. Donc après localement il peut y avoir des filières très très impactées où ont du mal à voir le bout du tunnel et qui des fois ne sont pas favorisés aussi par le libre-échange, par la concurrence féroce, je pense aux arboriculteurs, aux productions de légumes aussi, de plein champ, etc. C'est très 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 concurrencé par l'étranger. Donc il y a plein de réalités différentes, mais il y a carrément matière à faire des choses intéressantes, à se battre et à continuer de pratiquer une agriculture qui est vivrière, qui fait vivre des territoires, qui fait des paysages, qui s'occupe des écosystèmes et qui font vivre aussi des hommes et des femmes de ce métier-là. Mais ça devient de plus en plus dur malheureusement. Donc on a bien compris, si on veut avoir une vue un peu plus large, avoir un avis plus réfléchi, il ne faut pas manquer la théorie du boxeur. Ouais, voilà, exactement. Et vous personnellement, est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres sujets, sur d'autres documentaires? C'est un peu tôt, il y a des idées, on a forcément peu d'idées dans les tiroirs, mais il n'y a rien de précis. Pour l'instant, on est très engagé sur la diffusion et il n'y a pas encore d'autres projets sur la table. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'invitation. Et puis bon film. Ça marche, bonne suite de médias. Merci.